Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info pour notre édition du lundi 25 septembre au sommaire de ce journal. La journée du patrimoine a rassemblé bon nombre de curieux en principauté pour une journée qui se voulait insolite. Remise de diplôme pour les étudiants d'Eurocom, l'école d'ingénieurs en sciences du numérique de Sophia Antipolis et dont le gouvernement princier est partenaire. Focus sur la remise des prix du défi solidaire qui a mobilisé les membres de l'administration. Et puis nous refermerons ce journal en musique avec le concert d'ouverture de la saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Après la France, le week-end dernier, c'était au tour des institutions monégasques d'ouvrir leurs portes au public pour cette 22e journée européenne du patrimoine. Alexandra Pagny et Lionel Bernardi, dimanche, sont allés à la rencontre des lieux insolites nichés sur le rocher pour vous les faire découvrir dans cette édition. Ce sont des lieux généralement interdits au public qui ont bien entendu aiguisé la curiosité des visiteurs. À l'image de la citerne située sous la cour d'honneur du Palais Princier, elle abritait 1700 mètres cubes d'eau pluviale jusqu'en 1867. Cette citerne, peu de gens en connaissaient son existence. Ensuite, ils sont impressionnés par les dimensions. Évidemment, il y a toute une histoire derrière, l'histoire du développement de la cité. Et donc, on les invite à se replonger 150 ans en arrière, quand justement l'eau de cette citerne n'était plus suffisante et qu'il a fallu trouver d'autres ressources. C'est la première fois que je viens et j'ai beaucoup apprécié. J'ai déjà visité des bassins parce que j'ai eu l'occasion de le faire en Italie. Et celui-ci est particulier parce qu'il y a ces voûtes et c'est très joli, j'apprécie. J'ai trouvé ça très instructif. Parce que j'avais jamais entendu autant de belles histoires. On n'avait pas vu toute cette partie historique et on a appris quand même de belles choses. La visite continuait dans les jardins Sainte-Barbe où la compagnie Florestan proposait une scénette sur l'arrivée de l'eau courante sur le rocher. Nous poursuivons cette journée du patrimoine du côté de la cathédrale de Monaco. Exceptionnellement cette année, le caveau des évêques était ouvert au public. On s'imagine toujours l'histoire du diocèse, mais l'histoire du diocèse, c'est avec des personnes qui ont œuvré, qui ont parlé, qui ont aimé les personnes, qui ont fait que l'Église, que le Christ soit annoncé. Donc le premier évêque de Monaco, eh bien, c'est quand même grâce à lui que nous avons cette belle cathédrale. Le deuxième évêque de Monaco, parce qu'il a quand même créé la paroisse Saint-Martin, qu'il a consacré l'église Saint-Charles, donc c'est quand même des vies du diocèse importantes. D'autres aussi qui ont peut-être fait moins parler d'eux, mais qui ont aussi œuvré pour l'évangélisation. De descendre un peu sous l'édifice et d'avoir cette conscience d'avoir des personnes qui ont œuvré pour la religion au sein de la principauté, donc qui reposent ici. Enfin, c'est aussi de l'ordre du symbole, un peu d'émotion et voilà. Suite de cette promenade place de la Visitation, la résidence du ministre d'État et le Conseil national ont eux aussi ouvert leurs portes. 940 visiteurs pour le premier et 750 pour le second. La mairie de Monaco accueillait quant à elle ses visiteurs en musique et proposait pour la première fois des ateliers d'initiation à la langue monégasque. C'est toujours un moment particulier que de recevoir un diplôme. C'est ce qui s'est passé samedi pour des étudiants d'Eurocom, l'école d'ingénieurs en sciences du numérique dont le gouvernement princier est partenaire. Le reportage de Dominique Poulain. 100%, c'est le taux de réussite pour les futurs ingénieurs Eurecom Sophia Antipolis. Dans la salle d'or du Fairmont, 156 étudiants, accompagnés pour certains de leurs parents ou amis, attendent de recevoir leur sésame, leur diplôme national de master. Les diplômes sont remis par Ulrich Finger, le directeur d'Eurecom, Philippe Jamet, le directeur général de l'Institut Mintelecom, et Marie-Pierre Gramaglia, ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme et marraine de la promotion 2017. Car l'État monégasque est partenaire institutionnel d'Eurecom, l'école de sciences du numérique.
C'est vraiment la mise en commun des connaissances, des recherches et un partenariat qui dure avec la Principauté de Monaco depuis 2013. On avait commencé en 2013 avec des travaux qui portaient sur la sécurité des réseaux téléphoniques et de l'Internet et on continue bien sûr avec toute la sécurité numérique, l'économie numérique qui est vraiment l'avenir et beaucoup de travail sur les Smart Cities qui est un des programmes clés de la Principauté de Monaco en matière de numérique et d'informatique. Ce cursus s'adresse aux étudiants issus des écoles d'ingénieurs et universités partenaires d'Eurecom. Les élèves effectuent leur première année d'études d'ingénieur à Paris, Brest ou Évry, puis suivent 2 années à Sophia Antipolis avec une formation entièrement enseignée en anglais. Les technologies de l'information, je dirais, donc la sécurité informatique, les data science, vous connaissez bien, les artificial intelligence et beaucoup les systèmes de communication. Système de communication sur le téléphone, 4G, 5G, 6G. Actuellement, on travaille déjà au-delà de 5G qui n'est pas encore dans votre poche. Donc, on fait des ingénieurs de très haut niveau pour les entreprises, pour l'innovation. Eurecom est une des écoles les plus internationales de France. Dans cette promotion 2017, 106 élèves sont européens, 22 sont asiatiques, 20 sont africains et 8 sont américains. Diplôme en poche, 90% de ces étudiants entreront dans la vie active, dans l'industrie. Les autres poursuivront leurs études pour décrocher un doctorat. J'étais intéressée en fait par le big data, tout ce qui était machine learning, intelligence artificielle, etc. Et Eurecom proposait en fait un cursus vraiment attractif. Et bon, en plus c'est dans le sud, la Côte d'Azur, etc. Donc, Après la remise des diplômes, un duplex est réalisé avec l'équipe Venturi, actuellement aux États-Unis, pour tenter de battre un nouveau record de vitesse sur le lac salé de Bonneville. En partenariat avec Babylone, le gouvernement princier avait lancé il y a quelque temps de cela le défi solidaire. Les membres de l'administration devaient voter pour des projets de micro-entrepreneurs sur une plateforme internet afin de savoir lesquels d'entre eux pouvaient bénéficier d'un microcrédit alloué par le gouvernement. Fabien Bonilla a assisté à la remise des prix. Cela fait déjà 2 saisons que le gouvernement organise en partenariat avec Babylone un défi solidaire, autrement dit aider des personnes à travers le monde par le biais de microcrédits, comme par exemple permettre d'acheter des chèvres afin de créer un cheptel, du tissu pour un atelier de couture ou encore des outils pour ouvrir un atelier de mécanique, une aide personnalisée allant de 80 à 1000 euros par microcrédit, que ce soit en Haïti, aux Philippines, en Ouganda ou au Pérou ou encore même en Indonésie. Les fonctionnaires ou agents de l'État ont pu voter en juin dernier et ainsi choisir les projets qui leur tenaient chacun individuellement à cœur. Eh bien, les services de l'administration qui ont le mieux voté, ou plus exactement en plus grand nombre, ont été récompensés ce lundi. Et le premier prix des services ayant atteint les 100% revient à la direction de l'administration électronique. Deuxième prix ex aequo à la direction des ressources humaines et au département des relations extérieures. Et enfin, le troisième prix va à la direction du budget du Trésor. Cette année, 600 fonctionnaires et agents de l'État ont participé à cet élan solidaire. Ça me fait très plaisir pour mon équipe, parce que déjà c'est le reflet des valeurs de l'équipe et du dynamisme qu'il y a. En plus, on a, comme ça a été expliqué, on y a contribué sur le plan technique, puisqu'on a mis un petit peu en place la plateforme pour le gouvernement. Et puis je pense que c'est aussi une manière de mettre en place des valeurs de solidarité qui peuvent servir à titre personnel mais aussi à titre professionnel, parce que c'est ce qui aujourd'hui nous permet d'avancer sur les projets avec l'ensemble des services. Donc c'est un projet certes tourné vers l'extérieur comme ça a été dit, mais pour nous c'est aussi, et surtout pour moi en tant que manager, c'est un outil d'adhésion et une manière de fédérer mes équipes. C'est une chance énorme pour nous de pouvoir agir véritablement sur les projets de la DCI, même si sans nous ils auraient lieu quand même. C'est important de comprendre ce qu'ils font et c'est une bonne manière pour nous de réaliser que d'un point de vue concret, effectivement, comme l'a dit Bénédicte Schutz, au bout de la chaîne il y a quelqu'un et là sur Internet on voit le quelqu'un et on se dit finalement avec ce petit clic je vais changer sa vie. Je trouve que c'est très important pour tout le monde de le réaliser et de comprendre ce que fait la DCI au quotidien. 2 prix spéciaux ont également été attribués, le prix du jury à la direction des affaires juridiques et le prix du meilleur taux de participation par groupe votant revient au ministère d'État, sans oublier le corps des sapeurs-pompiers vainqueurs du Challenge Com avec le meilleur cliché pour promouvoir ce défi solidaire. Il faut savoir que 112 micro-entrepreneurs issus de 8 pays en développement ont pu bénéficier de l'aide du gouvernement par le biais de la direction de la coopération internationale et par conséquent de tous ceux qui ont participé au vote de ce défi solidaire.
Lieu insolite, remise de diplômes, remise des prix. Mais que se passe-t-il dans le reste de l'actualité en principauté, en bref et en images? Retour sur la dernière action en date de la Fondation Flavien, la 4e édition de la Monaco Trot and Roll. Elle a rassemblé de nombreuses personnes autour du président de la Fondation, Denis Macario. Objectif, sensibiliser le public à la lutte contre les maladies et cancers pédiatriques et notamment l'importance du don du sang et de moelle osseuse. Grâce à cette journée caritative, cette année, la Fondation Flavien a pu octroyer 165 000 € d'aide à la recherche. À partir de jeudi et jusqu'à samedi, la société Saint-Vincent de Paul Monaco organise sa brocante sur la place de Sainte-Dévote. L'occasion de découvrir peut-être des trésors cachés. Plus d'informations au 93 30 23 14. Et puis le restaurant d'application du lycée technique et hôtelier de Monaco, le Cordon d'Or, rouvre ses portes à partir de lundi prochain. Le restaurant sera ouvert du lundi au vendredi pour l'heure du déjeuner, le mardi et le vendredi pour un service en soirée. Sur réservation uniquement, les numéros s'affichent actuellement sur votre écran. Coup de projecteur à présent sur le concert d'ouverture de la nouvelle saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. L'orchestre était dirigé par son directeur artistique et musical, Kazuki Yamada. José Sacré y était, son reportage. Salle des Princes du Grimaldi Forum, vendredi 22 septembre, lors du concert d'ouverture de sa nouvelle saison, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Kazuki Yamada, a rendu hommage à deux grands compositeurs français, Debussy et Ravel, avec au programme Gigue, extrait d'images de Debussy, et Daphnis et Chloé, la symphonie chorégraphique pour chœur et orchestre de Maurice Ravel, avec la participation du chœur de l'Orchestre de Paris. Of course, I love French music always. And Monaco is Monaco orchestra, but the meaning. Bien sûr, j'aime beaucoup la musique française. Si notre orchestre est un orchestre de Monaco, il est aussi quelque part un orchestre français. Et le répertoire de la musique française est très vaste, très particulier. Chaque orchestre français a un esprit, une manière de jouer, un parfum particulier. Et ça, c'est excellent. Ces qualités sont idéales pour bien servir le répertoire français. Soliste invité de ce concert, Boris Berezovsky. Il a interprété Tottenhams et le concerto numéro 1 de Franz Liszt. Boris Berezovsky is a fantastic solist, of course. Boris Berezovsky est un soliste de très grand talent. Nous avons donné des concerts ensemble plusieurs fois et dans la musique de Liszt, il a une technique fantastique, une musicalité remarquable, un jeu plein d'émotions. The emotional feeling. Talentueux, le pianiste Boris Berezovsky, certes, mais pas très généreux. Une semaine plus tôt, Evgeny Kissing avait offert 3 bis à un public ravi. Berezovsky, lui, ignorant presque l'ovation qui lui était faite, s'est empressé d'emmener rapidement l'orchestre en coulisses. Donc pas de bis, dommage. Un concert donc de toute beauté, mais qu'en sera-t-il pour le temps? La réponse avec la météo. Le ciel sera en grande partie nuageux mardi avec un léger risque d'averse dans la matinée. Une timide amélioration est attendue dans l'après-midi. Les températures seront très douces. Elles seront comprises entre 17 et 22 degrés. Le temps sera variable mercredi, partagé entre nuages et éclaircies. Même cas de figure jeudi et vendredi avec un mercure restant proche des normales de saison. Le week-end s'annonce maussade avec une tendance nuageuse et un ciel plus incertain. Le thermomètre affichera un maximum de 20 degrés lors de la journée de dimanche.
Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Je vous propose de retrouver tout de suite Frédéric Hélion pour Actu Sport. À très bientôt.